Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Pour être totalement franc avec toi, le premier essai qu'on a eu, ça a été d'investir dans un restaurant de concept marocain, avec Yann et Jérôme, et on a fait faillite. Et je suis tombé dans le terrier vraiment par gourmandise. Je suis allé de stage en stage, et globalement, je me suis rendu compte que c'était une industrie qui me correspondait plutôt bien, à la fois parce qu'elle était axée très sur l'humain, mais aussi parce que c'était une industrie qui vend du plaisir. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je ne t'aurais jamais dit qu'aujourd'hui, à 43 ans, on serait là où on est. Alborance, c'est la holding dont tous les hôtels font partie. Aujourd'hui, on est propriétaire un peu moins d'une vingtaine d'hôtels. Ce qui manque à l'hôtellerie aujourd'hui, c'est de passer le stade d'une hôtellerie transactionnelle à revenir à une hôtellerie relationnelle. C'est vraiment une politique, on appelle ça chez First Name win-win green. C'est-à-dire que tu veux faire l'écologie, elle ne peut être que gagnant-gagnant. Si la personne n'a pas de contrepartie, il n'aura pas l'impression en tout cas d'avoir participé. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous souhaitez dynamiser vos services de conciergerie? Ne cherchez plus et découvrez Jana Concierge, mon nouveau partenaire. Avec Jana Concierge, digitalisez votre offre de service, simplifiez le back-office de vos employés et offrez à vos clients un service exceptionnel. Gestion des itinéraires, communication via WhatsApp, statistiques claires et transparentes sur l'activité de conciergerie, autant d'options que vous allez adorer. Faites de votre conciergerie le centre névralgique de la satisfaction client avec Jana Concierge. En plus, bénéficiez d'une remise sur les frais d'installation en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, allez écouter l'épisode avec Adrien Maltese, le fondateur de Jana Concierge, que j'ai récemment reçu sur le podcast. C'est l'heure de propulser votre expérience client vers de nouveaux sommets. Des opérations hôtelières au marketing, puis à la direction de groupe, il a finalement fondé sa propre marque. Je suis ravi de la découvrir à ses côtés. Bonjour, Eric Ongba. Bonjour Maxime, et merci pour l'invitation. Merci plutôt de m'accueillir chez toi, si on peut le dire comme ça. On est dans un endroit un peu spécial, un peu caché. Exactement, j'ai même envie de dire chez nous, Ouais. parce que First Name, c'est avant tout une aventure collective qui a commencé par un rêve un peu insolite et opportuniste avec mes deux associés, que sont Jérôme Bosque et Yann Caillère, et qui est aujourd'hui porté par une équipe incroyable et des partenaires autour de nous qui nous permettent de faire vivre ce moment. Écoute, tu nous mets dans le vif du sujet, et plus spécifiquement, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous regarderont en vidéo, on est dans un lieu un petit peu atypique au sein de ton hôtel First Name à Bordeaux. Tu peux nous parler un petit peu de cet espace ? Alors c'est le lieu dans le lieu. First Name a vraiment été créé dans une logique assez holistique en termes d'expérience. Il était vraiment de dire aux gens, venez dans un lieu qui a été conçu pour à la fois vous dépayser, mais vous détendre. Et dans ce lieu-là, regorgeront certainement d'autres surprises. Ça peut être à la fois des éléments de détail, mais ça peut être aussi la cachette dans la cachette. Et là, aujourd'hui, on est dans un lieu qui est un lieu ouvert sur invitation, qu'on appelle le Speakeasy, qui est un lieu qui est un grenier revisité. Il est vraiment à découvrir, dans lequel vous retrouvez des usages qui sont totalement barrés. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit à la fois ludique, tout en apportant un cadre qui soit propice, en tout cas, à l'échange, à la stimulation intellectuelle. Donc, c'est un lieu qu'on peut utiliser pour faire du bar, on peut y faire des soirées privées, des lancements de produits, mais c'est vraiment un lieu qui est un lieu intimiste. Donc, il y a un côté très exclusif et la déco est effectivement très singulière. Et oui. Et aujourd'hui, c'est uniquement sur appel et privatisation. Exactement. D'accord, donc en effet, ça rajoute quelque chose. Il faut faire partie du club. Génial. Écoute, tu m'as déjà lancé sur First Name, on va y revenir plus en détail. J'aime bien comprendre avec qui je suis. Évidemment, je te connais à travers un petit peu ton parcours professionnel, mais je voudrais quand même que tu me racontes d'où tu viens et les différentes étapes de ton parcours professionnel pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, un parcours, je dirais, d'un point de vue hôtelier assez classique. Moi, j'ai commencé dans ce métier
par gourmandise. Tout a commencé très jeune, hein. Mon père était à l'époque chauffeur-livreur pour Euromarché, pour ceux qui ont connu. Et moi qui suis Incroyable. d'origine camerounaise, il avait l'habitude de nous ramener les fins de stock. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir, on va dire, à défaut de gastronomie en tout cas, les premiers mets français. À la suite de ça, mon grand frère a fait une école de pâtisserie. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment la gastronomie française. Et je me suis dit qu'il fallait que je travaille dans un milieu dans lequel je puisse à la fois retrouver tout ce côté vaudeville et en même temps toute cette attention au qualitatif et au goût, le côté gastronomique. Et je suis tombé dans le terrier vraiment par gourmandise. Je suis allé de stage en stage et globalement, je me suis rendu compte que c'était une industrie qui me correspondait plutôt bien, à la fois parce qu'elle était axée très sur l'humain, mais aussi parce que c'était une industrie qui vendait des choses concrètes. C'est-à-dire que Oui. c'est une industrie qui vend du plaisir. Bien sûr. Et donc, pouvoir accueillir les gens, pouvoir les célébrer, pouvoir leur servir à manger ou à boire, dans des mets qui leur font plaisir, on se fait vraiment plaisir. Mmh. Et donc, j'ai commencé là-dedans. Et puis après, classique, bac hôtelier, BTS hôtelier. Ah oui. Ensuite, j'ai croisé Jérôme, mon associé. On a fait notre école de commerce ensemble. Incroyable. À l'ESSEC. Donc Jérôme Bosque, ton associé d'aujourd'hui, vous Exactement. étiez déjà associé à l'ESSEC il y a quelques années. Tout à fait. Et tu vois, comme quoi l'école amenait pas mal de choses, qu'il était aussi témoin à mon mariage. Incroyable. Et donc, pour petite anecdote, on a vraiment appris à s'apprécier, Jérôme et moi, lors du 4L Trophy, qui était un parcours organisé avec l'UNICEF et en lien avec une école de commerce pour pouvoir déposer comment on appelle ça, des éléments pour les enfants, pour tout ce qui était pour l'école, parce qu'il y a pas mal d'éléments à donner pour l'association. À la suite de ça, on a fait notre MBA, et puis moi, j'ai grandi à travers le marketing essentiellement et les opérations. C'est probablement ma sensibilité, parce que je suis très observateur, et donc j'ai vraiment plutôt l'âme d'un commerçant qui essaie d'anticiper les besoins clients. Donc c'est vrai que le marketing avait beaucoup de sens. Et deux, pourquoi les opérations? Parce qu'un marketeur est avant tout quelqu'un qui est dans l'exécution. Donc je suis vraiment quelqu'un qui croit qu'on ne peut concevoir quelque chose pour l'autre que si on est de toute manière de l'autre côté pour le mettre en œuvre. Oui, effectivement. Mmh. Donc ça a été mon bout de parcours, et j'ai fait différentes entreprises. Donc j'ai commencé chez Disney, donc j'ai fait 4 ans chez eux. C'est là aussi où j'ai rencontré mon autre associé, Yann Caillère. Donc c'est vrai que ce sont des parcours de vie. D'accord. Qui est devenu notre partenaire aujourd'hui, notre Donc, associé. on parle de Yann Caillère avant qu'il rentre chez Accor ou... Avant qu'il rentre chez Accor. Oui, c'était. Là aussi, on est quelques années. Il y a longtemps, c'était quelle année? Quelques années, Yann, c'était 2003. Ah oui. 2003, donc l'affiliation a commencé tôt. Et après avoir passé 4 ans chez Disney, essentiellement sur toute la partie des projets stratégiques et le marketing, un passage chez Sodexo, dans la dimension, dans la practice marketing. Donc, je gérais pour eux le marketing pour leur fonction qu'ils appelaient sport et loisirs, et ensuite pour la partie qu'ils appelaient prestige. En gros, c'était toute une dimension B2C, alors que Sodexo était très spécialisé dans la partie B2B, avec tout ce qui peut être entreprise, scolaire et santé. Et donc là, j'ai découvert des choses assez incroyables. J'y suis arrivé pour la Coupe du Monde de rugby en 2007. J'ai fait les JMJ, le Tour de France, l'Open 13 de tennis, beaucoup d'événements assez sympas. Et puis je gérais aussi pour le compte de tiers la restauration dans des hôtels et dans des villages vacances. D'accord. Ouais. Ah oui. Et à la suite de cette expérience marketing, je suis reparti dans les opérations pour Louvre-Hôtel à l'époque. Donc voilà, comme responsable régional chez eux. Donc je gérais une trentaine d'établissements sur la Bretagne, la Normandie et une partie du centre de la France. Et donc là, j'ai fait mes premières gammes en tant que manager, et surtout manager de manager, ce qui m'a appris à gérer un réseau. C'est quoi? C'est un poste de sorte de directeur des opérations d'une zone régionale? Oui, c'est ça, c'est un directeur régional. Donc tu gères une business unit dans lequel tu portes une stratégie, tu animes des directeurs, tu leur donnes les moyens d'avancer, et derrière, tu es responsable de l'ensemble de la business unit. D'accord, très bien. Donc ça a été assez passionnant, et à la suite de ça, Yann m'a repassé un coup de téléphone. À l'époque, il était chez Accor, en me disant qu'il y avait certainement un truc à faire ensemble. Et donc là, j'ai réintégré Accor, que j'avais connu il y a très longtemps chez Sofitel. Et donc j'ai repris un hôtel, à ce moment-là, j'avais à peine 30 ans. J'ai repris un hôtel de 700 chambres, qui était un Ibis, qui était le plus gros Ibis sur Paris. Et donc là, je me suis retrouvé à gérer un hôtel. C'était lequel? L'Ibis Berthier. Ibis Berthier, 300 collaborateurs,
24 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50% de taux de rentabilité, vraiment quelque chose d'assez important. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment marré, beaucoup de passion, j'ai perdu pas mal de cheveux, j'ai appris le social, j'ai appris beaucoup de choses, donc ça a été assez apprenant. Et puis par la suite, les opportunités se sont accumulées, puis je suis devenu directeur des opérations chez Accor, et donc là je me suis retrouvé à gérer un portefeuille de 24 établissements sur l'Île-de-France et jusque sur la partie Grand Ouest pour Accor. D'accord, sur quel segment? Économique. Économique, Donc Ibis principalement. Ibis Styles. Oui. Voilà, des hôtels dont ils étaient propriétaires, ce qu'ils appellent des hôtels filiales, en contrario des hôtels franchisés. Et à la suite de ça, on était déjà en 2015-2016, changement stratégique de notre groupe, nouveau PDG, arrivée de Sébastien Bazin, pas mal d'opportunités. Et déjà à cette époque, avec Jérôme, on avait déjà les discussions de monter la boîte. On avait déjà eu quelques essais qui avaient été pas très fructueux. Même pour être totalement franc avec toi, le premier essai qu'on a eu, ça a été d'investir dans un restaurant de concept marocain avec Yann et Jérôme, et on a fait faillite. D'accord. C'est comme ça qu'on a eu notre première expérience tous les trois en tant qu'associés. A priori, ça ne vous a pas arrêté? Non, ça m'a stoppé la première fois. J'ai quand même digéré ce premier échec, comme tous, mais c'est vrai que ça nous a fédérés. Et c'est là qu'on a aussi appris à se connaître, parce que c'est probablement plus dans les moments de difficulté Bien sûr. qu'on apprend à se rendre compte avec qui on a envie d'être, Oui. et comment on développe des résiliences. Parce que c'est vrai que les difficultés, le stress peuvent générer aussi les côtés les plus acerbes d'une personnalité. Et c'est important de voir comment vous arrivez à gérer ces sujets-là. Oui. Et ça a vraiment été un kick-off pour nous, je pense, ce moment-là. Et donc on s'est dit, un jour, on refera quelque chose. Et donc ça, c'était juste avant la crise des subprimes, je pense 2008-2009. Et très vite, Jérôme avançait lui aussi sur son parcours. Yann avait terminé aussi son expérience en tant que CEO d'un groupe de parcs de loisirs. Et puis moi, j'arrivais au bout d'une étape. Accor me proposait d'autres évolutions. Et donc là, on s'est dit, c'est le moment de monter la boîte. Ok. Alors la boîte, du coup, qu'est-ce que c'est? La boîte, qu'est-ce que c'est? La boîte, avant tout, c'est l'association de 3 individus qui partagent une vision commune sur l'hôtellerie, qui est la suivante. C'est que c'est un métier qui est un métier de passionné. C'est un métier qui demande de l'investissement. C'est un métier qui demande du temps. C'est vraiment du temps long. Et donc, quand tu veux faire ce métier, il faut que tu puisses en maîtriser à la fois l'actif, au sens immobilier, en être propriétaire, Oui. mur et fonds de commerce, pour pouvoir porter en tout cas ses ambitions. C'est comme avoir une maison et pouvoir se dire que dans 20 ans, j'aurai le temps petit à petit de refaire chaque fois un petit bout. C'est une bonne analogie, ça. Et c'était quelque chose en tout cas qui nous tenait à cœur, parce que c'est vrai que beaucoup de gens le voient comme un investissement facile, mais c'est vraiment un temps. Ça vit, ça bouge. Et de l'autre côté, l'envie aussi de commencer à constituer aussi une nouvelle aventure, parce qu'on a des valeurs qui sont très fortes. On est tous alignés sur cette notion de solidarité, d'humain, de partage. Et c'est important de sortir de cette logique corporate, parce qu'on a bossé pour des très grandes boîtes qui faisaient beaucoup de choses. Oui. Et on avait besoin à un moment de l'incarner nous-mêmes, parce qu'on fait partie d'une génération de managers qui aiment vivre les choses. Et donc la boîte, c'est le croisement de tout ça, en se disant, essayons d'incarner nos propres valeurs, faisons vivre ce qu'on fait le mieux. On a déjà les compétences. Il nous manque maintenant, c'est de pouvoir financer les hôtels et commencer à lancer l'aventure. Et on a créé Alboran comme ça. Donc Alboran, c'est le groupe, c'est un peu la holding dont First Name fait partie. Exactement. D'accord. Alboran, c'est la holding dont tous les hôtels font partie. Aujourd'hui, on est propriétaire un peu moins d'une vingtaine d'hôtels, France entière, et dans lequel on va retrouver donc First Name, qui est la création de notre première marque, qui est très récente, qu'on a ouvert en janvier 2000 de cette année. Mais derrière ça, on a aussi d'autres hôtels sous franchise. On est franchisé auprès des principaux franchiseurs mondiaux. Donc on a des hôtels chez Accor, sous différentes enseignes, Pullman, Mercure, Ibis. On a des enseignes chez Radisson, chez Hyatt, chez Marriott, chez Intercontinental. Donc on bosse avec tous les franchiseurs. Et là, c'était aussi la première fois pour nous de se dire, on s'émancipe d'un franchiseur sur la partie standard, parce qu'on pense qu'on est capable nous-mêmes de les animer et de les construire. Et ça nous permet aussi d'aller au-delà du statu quo. Parce qu'une des choses qu'on adore chez les franchiseurs, c'est leur capacité à structurer une offre. Et une des choses qui nous frustre, c'est que quand ils deviennent trop gros, par moment, la vision dogmatique les empêche de prendre de l'initiative sur des choses qui pourraient être pour nous du bon sens, Oui. mais pour eux, vu la taille du réseau, des choses compliquées. Ils sont beaucoup moins agiles. Ils sont beaucoup moins agiles. Et le digital a changé beaucoup de choses dans notre époque, et on se rend compte que les enseignes et les marques ont une importance forte. Cependant, le digital a permis à des marques qui étaient des marques très petites, très niches, de pouvoir exister.
sans avoir besoin d'avoir les moyens marketing d'un Marriott ou d'un Accor. Et donc, ça arrivait au bon moment et on s'est dit, bingo, lançons-la. C'est passionnant de te suivre déjà dans ton parcours. Alors, pour moi, il y a plusieurs messages, en tout cas, que j'interprète. Le premier, c'est qu'on peut partir d'une école hôtelière, d'un parcours classique, atypique, et pas besoin d'être parachuté. Au contraire, c'est la meilleure voie pour passer de marketing, opération, se retrouver à des postes de direction et ensuite créer sa propre marque. Et je pense qu'aujourd'hui, on va en parler, une des clés de succès, tu parlais d'humain, c'est justement que tu as su t'entourer des bonnes personnes qui sont l'un que tu as rencontré à un moment en parcours d'école, l'autre avec lequel tu étais à un autre moment de ta vie. Et ça crée un trio qui permet de créer un grand groupe. Donc oui, il y a ce côté aventure humaine que je trouve extrêmement forte. Et ce côté temps long aussi, pour moi, c'est vraiment un message très important. On ne construit pas ni sa carrière, ni un projet aussi important que peut l'être Alboran en quelques mois. Ça se construit sur des années et des années. Et je pense qu'en plus, là, vous êtes vraiment qu'au début de cette dynamique-là. En tout cas, je ne sais pas comment toi tu le vois. Ah si, alors je partage à la fois ta synthèse et l'analyse. Je pense que le sujet d'Alboran, c'est probablement quelque chose qui est enfui en nous depuis très jeune. Eh C'est oui. juste qui s'est structuré avec le temps et puis l'opportunité a fait que l'entreprise est née. Mais globalement, cet ADN d'entrepreneur, d'assurer ce leadership, c'est quelque chose qu'on porte en nous, que ce soit Jérôme, Yann ou moi. Ensuite, le parcours, il est aussi à l'image des personnalités. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela qui dit qu'un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Tu vois, moi, je suis un parcours totalement atypique, j'ai grandi dans les quartiers et j'ai réussi aujourd'hui à me réaliser. Et tout ça, c'est aussi parce qu'il y a à la fois de la détermination, Oui. une volonté d'y croire, même quand les choses peuvent sembler parfois impossibles. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je ne t'aurais jamais dit qu'aujourd'hui, à 43 ans, on serait là où on est. Probablement pas. Mais au fond de moi, je ne t'aurais jamais dit que c'est pas impossible de pas y penser ou de pas se dire que tu peux nourrir cette ambition. Donc c'est vraiment un tout et je pense qu'il y a ceux qui sont à la fois câblés pour pouvoir et pour vouloir lancer des aventures et il y a ceux qui sont câblés pour les mettre en œuvre. Oui. Et donc voilà, c'est vraiment l'addition de tout ça. Yann, Jérôme et moi, on se complète sur tous ces sujets. C'est intéressant. On pourrait en effet en parler des heures, des alchimies humaines, mais je voudrais quand même aussi comprendre sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. On voit bien comment est-ce que tous les trois, vous avez réussi à vous complémenter et créer ça. Tu as parlé à un moment du côté financement. Moi, je suis hôtelier, donc je comprends assez bien la gestion hôtelière. Comment est-ce qu'on gère un produit? Je comprends beaucoup moins bien la partie immobilière et le financement. Comment est-ce qu'on finance des projets comme ça qui, à mon échelle, semblent faramineux? Tu as combien d'hôtels aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 18 hôtels en propriété D'accord. Sur et un en gestion. combien d'années vous avez développé ça? Sur 8 ans maintenant. Donc c'est quand même relativement rapide, on peut le dire. Tout à fait. Comment est-ce que tu finances tout ça? Enfin, quelle est l'huile ou l'essence que vous mettez dans votre moteur pour pouvoir aller aussi vite finalement? Eh ben, je pense que l'essence, c'est le bon message, parce que l'essence, c'est surtout le carburant. Et ce qui compte avant tout, c'est la destination. Ouais. Le carburant, il est indissociable. C'est un métier qui est très capex intensif, c'est-à-dire qui est très consommateur de cash, Oui. notamment si on veut être propriétaire mur-fond. On prenait l'image de la maison. On aspire tous à pouvoir se payer sa propre maison. Oui. On ne pourra pas tous avoir 3, 4 ou 5 maisons parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, de toute manière, se construit à travers toute une vie, dans le cadre d'un salariat. Donc, c'est très compliqué de pouvoir financer ça. Donc, dans le cadre d'Alboran, on a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on a un partenaire qui nous accompagne aujourd'hui et qui nous aide à financer ses actifs. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante, qui croit en l'aventure, qui croit en la stratégie, et ce qui nous permet d'avancer et qui nous donne la crédibilité. Le deuxième élément de ce carburant, c'est les banques. À ça vient se rajouter un concours bancaire. Très souvent, quand on va se positionner pour acheter des hôtels, ils ont soit probablement des dettes existantes, donc c'est la capacité à se substituer au vendeur pour reprendre sa dette, soit il faut parfois les refinancer, et donc là, c'est toute une structuration de dette, qui est d'ailleurs gérée par Jérôme, sur toute cette partie du financement. Et c'est les deux, entre notre partenaire à notre côté et nos concours bancaires, qui nous permet à tous les trois et à tous les quatre de pouvoir aujourd'hui développer ces hôtels. Ensuite, le troisième levier, et qui lui, c'est plutôt le côté un peu vertueux, c'est que les hôtels se remboursant petit à petit,
L'hôtel qui commence à finir de rembourser sa dette commence à pouvoir autofinancer les apports pour les prochains hôtels. Oui. Cercle vertueux, Cercle vertueux, financièrement parlant. exactement. Très intéressant. Donc aujourd'hui, on comprend bien ce que fait Alboran. Vous avez une nouvelle marque qui s'appelle First Name. Alors déjà, je voudrais qu'on revienne sur la partie Feel Good et aussi, pourquoi pas, que tu me dises s'il y a quelque chose à raconter sur le futur de cette marque. Est-ce qu'elle est vouée à se développer et à se démultiplier? C'est quoi un peu l'avenir de First Name? Le First Name. Alors, First Name, je répète, c'est vraiment un sujet d'opportunité. Si on n'avait pas eu des refus de franchiseurs de créer une marque lifestyle, parce qu'à la base, on voulait absolument avoir une marque lifestyle. La première marque qu'on a contactée, c'était Hoxton, 2019. Oui. Et à l'époque, ils étaient indépendants. Ils nous ont dit, on ne fait pas de franchise. Nous, c'est uniquement du co-investissement. Et donc ça a été le premier refus. Ensuite, on a fait le tour d'Europe avec Jérôme notamment, et on a vu le bikini à Berlin. Et on a dit, on adore ce concept. Quand on a vu le bâtiment qu'on avait à Bordeaux, on s'est dit, ça ferait un super bikini. Donc on a contacté le propriétaire du bikini, qui s'appelle le groupe Accor, bikini qui est l'enseigne 25e heure. Et donc là, pareil, quand on dit, super hôtel, super bâtiment. Par contre, on ne fait pas de franchise. Management only. Et donc très vite, on a été frustrés parce que nous, on est avant tout des opérateurs. On est des hôteliers, on est des aubergistes. Donc c'était important pour nous de pouvoir opérer, pas juste mettre l'enseigne et la regarder vivre. Et donc, c'est Yann qui nous a suggéré à ce moment-là, comme il sait le faire, on peut croire que c'est des moments de folie, et c'est ce qui prend tout son sens par la suite, en disant, si aucun d'eux veut nous confier un hôtel en franchise sur une marque haut de gamme, en lifestyle, pourquoi on ne la ferait pas? On a la compétence managériale, on a les compétences techniques, on sait choisir un bon designer, et on a nos valeurs. Qu'est-ce qui nous manque? La distribution. Et même ça, on peut s'en accommoder. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Et donc tout de suite, on est parti, on a rushé dans tous les sens, on s'est fait accompagner par une agence pour nous aider à structurer l'idée même de la marque. Et très vite, First Name est né avec une ambition première, et ça c'était important, c'était de donner une raison d'être à la marque. Pourquoi? Parce que quitte à faire une marque, il fallait vraiment qu'elle ait un sens pour nous. Bien et sûr. si elle a un sens pour nous, elle en a un pour les collaborateurs, Oui. qui sont nos premiers ambassadeurs. Et du coup, elle en a un pour les clients. Et on s'est dit, on ne va pas juste être une marque cool. Ce qu'on doit faire, c'est répondre à un besoin auquel nous, on aspire et d'autres peuvent aspirer. Et la première des choses qu'on s'est dit, c'est qu'au fond de nous, ce qui manque à l'hôtellerie aujourd'hui, c'est de passer le stade d'une hôtellerie transactionnelle à revenir à une hôtellerie relationnelle. Voilà. Aujourd'hui, l'hospitalité, c'est avant tout un boulot d'aubergiste. Absolument. C'est accueillir les gens, c'est de prendre plaisir à les accueillir. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est Denzel Washington qui disait ça à un discours de promo, et il disait « c'est en servant les autres que tu te sers toi-même ». Et ça peut résumer vraiment la volonté de ce que c'est qu'être aubergiste aujourd'hui. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, en mettant ça au cœur du réacteur, c'est ce qui va animer tout ce qu'on va décliner de l'ADN de First Name et tout ce qu'on va construire pour les équipes comme pour les clients. Donc on est là avant tout pour essayer de prendre soin des uns et des autres. Oui. C'est notre mission. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit comment on peut se rendre différenciant des autres. Donc on avait déjà une ambition de standing, et donc on s'est dit, reprenons tous les irritants que les clients comme les collaborateurs connaissent. On va les gommer et déjà, on va être mieux que la concurrence. Type d'irritant, typique pour un client, tu rentres dans une chambre d'hôtel, tu décides de prendre ta douche et il est 5h, 6h du matin, qu'importe, et va savoir quel bouton appuyer. Une fois sur deux, si tu as tes lunettes, tu n'as pas tes lunettes, tu te prends de l'eau froide, t'aimes pas ça. Donc on s'est dit, déjà tu vas sur la douche, prenons une douche qui soit avec un ciel de douche incroyable, mais qui soit intuitive pour utiliser. Pareil, les lumières dans les chambres. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant dans une chambre quand tu es client? C'est d'être couché, tout seul ou avec ta compagne, tu as des lumières dans tous les sens, et quand tu veux mettre le switch off, tu ne sais pas lequel éteindre. Tu finis même par démonter l'ampoule tellement ça t'agace de savoir comment tu vas être couché. Donc on s'en est listé, on en a des dizaines d'irritants pour se dire, il faut que ça soit pensé en termes de simplicité pour un client. Et la deuxième réflexion qui nous tenait à cœur, c'est de se dire, chez Alboran comme chez First Name, on a toujours deux clients. On a un client qui est le client, je dirais, commercial, qui nous fait vivre, qui alimente le carburant que tu as évoqué dans la voiture. Et on a un autre client qui est celui qui produit le moment magique, qui est le collaborateur. Et cela, il est aussi important. Donc pareil, on a listé les irritants. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant quand tu as un collaborateur qui rentre dans l'hôtellerie? La première chose, tu rentres dans ton vestiaire et tu te dis, c'est un cimetière. Et tu vois le décalage entre ce qu'on fait côté client et ce qu'on fait pour l'équipe. Et donc on s'est dit, là, bingo, non. On a demandé au designer qui a designé les parties communes des clients et les chambres
de designer les vestiaires en se disant, si on Génial. veut prendre soin d'eux, on commence d'abord tout par leur espace. Pareil, Non, c'est extrêmement amusant et intéressant que tu mettes les deux clients, le client interne, moi j'appelle ça, et le client externe sur la Oui. même échelle, donc c'est-à-dire l'employé d'un côté et le client visiteur. Et tu prends cet exemple du vestiaire, je suis obligé de reparler de cette anecdote. Dans un épisode avec Bruno Lanvin, on sort un petit peu cette blague entre nous. Montre-moi ton vestiaire, on verra si t'es fier. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. on voit la photo de ton vestiaire quand tu fais un recrutement ou sur les réseaux et on verra si tu es fier de faire la promotion. Le nombre d'hôtels, mais même dans du 5 étoiles, à des très hauts niveaux de prestations, avec des chambres qu'on vendait à 1 500 euros, des vestiaires, on avait honte de s'y asseoir. On ne pouvait même pas prendre de douche tellement c'était sale. Tu vois, et c'est là où tu te dis, les deux clients que tu évoques, ils ont deux niveaux très très différents. Alors que toi, la façon dont tu le racontes, on voit qu'ils sont à armes égales finalement. Ils sont à armes égales parce que on fonctionne en mode pyramide inversée sur First Name, c'est de se dire que si à la fin des fins, c'est celui qui va mettre le carburant qui est important, celui qui produit le moment de magique, c'est celui que tu dois, on va dire, tu dois prendre soin. C'est un peu comme dans le divertissement. Tu prends des joueurs de foot professionnels, des joueurs de basket professionnels, globalement, ils ont des back-office de dingue, ils ont un terrain d'entraînement de fou, ils ont les masseurs, ils ont tout. Et Donc quand tu payes ton ticket pour aller voir le match, globalement, que la prestation soit exceptionnelle. elle soit exceptionnelle. Nos équipes, on a la même analogie. C'est un peu les stars du jeu, si tu veux. Quand tu viens chez nous, tu viens pour passer un bon moment. Tu veux avoir le bon service, le cocktail qui vole bien, tu veux la bonne tapas qui sort. Et donc, globalement, si tu veux que ces gens-là se disent qu'ils se donnent à fond pour toi, il faut qu'ils aient déjà, eux, le sentiment que tu te donnes à fond pour eux. Et donc, voilà, on a listé tous ces irritants, tout ce qui peut être aussi lié à des choses beaucoup plus pratico-pratiques dans l'équipe vie pro, vie perso. On est une des rares industries sur lesquelles on n'a que 6 jours fériés garantis, quand dans n'importe quelle industrie en France, tu en as 10. Donc on leur a tous donné 10 jours fériés garantis. On a mis en place la semaine de 4 jours. On a trouvé une façon de les accommoder. On a arrêté l'uniforme et on a mis en place ce qu'on appelle un vestiaire pour permettre à chacun, avec différentes pièces, de s'habiller comme il le souhaitait dans un book qu'on a défini. Donc ce sont des petites intentions pour leur démontrer qu'ils doivent déjà être bien dans leur tête et dans leur basket pour ensuite être en capacité de pouvoir en demander et en donner plus aux clients. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as choisi Bordeaux pour First Name ? Alors pourquoi Bordeaux ? Ça, c'est une question pour Jérôme. On a choisi Bordeaux parce qu'on a eu l'opportunité de Bordeaux. Un jour, Jérôme nous dit, il y a un bâtiment à vendre, un immeuble de bureaux, et une opportunité. Il devait convenir à un autre projet, mais le projet ne se fera pas. Et donc, très vite, Bordeaux est une ville un peu stratégique pour nous. Pourquoi ? Parce que déjà, un des associés, en l'occurrence moi, et dans 2 maintenant, des associés, ils sont aussi basés. Donc tu y résidais avant même la création ? J'y résidais au moment où on a créé l'entreprise. C'était un projet de longue date. On connaît Bordeaux depuis début 2010. Avec mon épouse, on a toujours eu envie de venir s'installer ici. Donc ça, c'était une évidence. Quand le projet est arrivé, c'était juste un concours de circonstances incroyable de le faire dans une ville dans laquelle on a une énergie, une aura et une envie en plus de peser et d'influencer. C'était super. Et après, le bâtiment, c'était un coup de foudre. Il a une architecture qui est très iconique. Oui. Et ça marque. Et pour moi, c'est déjà le début de l'expérience. On se dit souvent, et ça c'est une expression de Yann que j'aime à citer, c'est il n'y a rien de plus frustrant que de te dire que quelqu'un te raconte un séjour qu'il a passé dans un hôtel, il n'est pas capable de te dire le nom de l'hôtel. Parce qu'il ne se rappelle rien de particulier par rapport à ça. Ah, alors c'était quoi le nom de l'hôtel ? Ah, c'était un... Non. Là, tout le monde te dira, tu sais l'hôtel avec les formes incroyables, ou tu sais l'hôtel avec le nounours géant, ou tu sais l'hôtel avec... Et ça, c'est important parce que notre vocation, au-delà de First Name, et c'est ce qu'on a dans tout d'abord, c'est qu'on reste quand même des fabriques à souvenirs. Notre job, à la fin des fins, quand on fait très bien notre boulot, le plus grand souvenir qu'on puisse avoir, c'est que les gens en gardent quelque chose engravé et qu'ils parlent de toi ou qu'ils reviennent quelques temps plus tard pour revivre quelque chose de similaire. Donc, tout ça, ça s'est plutôt bien compilé. Bâtiment incroyable, projet qu'on a créé d'une carte blanche. Et Bordeaux, qui est une ville qui... elle avait tous les attributs. On croise... Tu prêches un convaincu, cela dit, par rapport à la ville de Bordeaux. mais je trouve ça étonnant de commencer par là. C'est vrai que beaucoup de marques commencent par Paris, font le test, après se déploient
ailleurs en province. Je trouve ça très intéressant stratégiquement de commencer par une ville secondaire comme Bordeaux et Ah, après d'aller se déployer ailleurs. Et d'où ma question secondaire, c'est quels sont les prochains alors, développements de First Name si prochain il y a. alors, secondaire, déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est stratégique que First Name s'installe dans les villes de province. C'est très très important parce que on est convaincu que les grandes capitales du monde, elles n'ont pas besoin de nous. Elles ont à la fois les moyens, les ressources, les emplacements. Et par contre, une des choses auxquelles on croit, c'est que en province, il n'y a pas que des ploucs. Tu vois, ça, c'est une expression non, mais je l'adore. C'est Yann qui m'a sorti ça un jour. Non, mais quand j'ai dit au gars qu'on allait ouvrir un Bordeaux, ils disent mais t'es fou. Et on retrouve aujourd'hui, ça c'est aussi très générationnel, c'est Oui. que je suis 43 ans aujourd'hui, globalement j'aspire et j'ai aspiré à vivre aussi bien que mes parents, voire mieux que mes parents. On sait très bien que dans les grandes villes du monde aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Oui. Donc il y a une forme de mouvement en ce moment, même d'accélération suite au Covid, de gens qui aspirent à retrouver plus de sérénité, plus de calme, plus de confort de vie dans des villes qui sont des villes plus à dimension humaine que tu peux traverser, côtoyer, connaître. Et donc c'est en ça que First Name a sa carte à jouer. C'est que toutes ces villes aujourd'hui de province qui mappent la France aujourd'hui, elles ont toutes besoin d'un lieu dans lequel tu as envie d'être, te faire plaisir, te divertir, être accueilli. Et sincèrement, je pense que même en étant à Montpellier, ton sujet, c'est pas de te dire je vais monter à Paris une fois pour aller faire la fête. Tu as envie d'être fier aussi de ta région. Donc les prochaines ouvertures sont prévues en province. La prochaine est pour 2025. D'accord. Voilà, dans 2 ans. Le lieu reste secret, mais les sujets sont en cours et donc ça arrivera très rapidement. Excellent, très bien. Tu m'as mis l'eau à la bouche, donc je suivrai ça avec attention. Comment tu fais pour euh, additionner, pour gérer et la vitesse de développement et même le développement tout simplement avec une logique et une démarche RSE, et je sais que c'est particulièrement important pour vous chez Alboran dans votre développement actuel. Alors, la démarche RSE, elle est native chez nous. Pourquoi? Parce que dans la notion de RSE, c'est à la fois une question de bon sens. On veut dire par là, en bon sens, c'est qu'en développant cette entreprise Alboran, comme je t'ai dit, on l'a fait dans une logique patrimoniale. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois créer quelque chose qui soit un héritage qu'on puisse transmettre par la suite. Et quand tu penses à la transmission, tu n'as surtout pas envie de transmettre à tes équipes, à tes managers ou à tes enfants quelque chose qui n'a pas de pérennité ou pas de Bien sûr, durabilité. ouais. Donc, être dans cette logique de pérennité nous a amené de toute manière à intégrer la RSE dès le départ. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un sujet de fond, voire même un sujet qui va au-delà de la tendance parce qu'il devient de plus en plus réglementé. Donc, ce qu'on s'est dit, et je reprends le cas de First Name, c'est comment on peut avoir un impact positif sur l'environnement, la communauté. Et c'est des questions qui sont des questions de bon sens. À titre d'exemple, les tapis sont sourcés à travers des filets de pêche recyclés pour essayer de ne pas avoir à reproduire de la matière. Le bois qu'on a fait pour l'accastillage vient pour une grande partie de France et le reste d'Europe sur des forêts qui sont éco-gérées. D'accord. Dans le cadre du sourcing, par exemple, tout ce qui va être nourriture et boissons, on a travaillé avec un circuit court. Dans le cadre des produits d'accueil, les produits, le gel douche autre, c'est fait sur le bassin avec une entreprise avec qui on partenaire qui s'appelle Océan Pain, à base de pain marin. Donc, c'est des produits qui sont bio et Ça, vegan. c'est des choses que vous avez choisies vous-même. Vous avez une personne qui s'occupe de tout ce sourcing. Comment est-ce que ça fonctionne? Enfin, c'est d'une ampleur absolument énorme de choisir chaque produit, du gel douche jusqu'au mur. Enfin, on imagine toute la construction, toute la structure, ce que tu nous as raconté. Et là, tu parles de gel douche. Entre les deux, il y a quand même un pont abyssal de détails auxquels penser. Eh ben, on a tout choisi. Tout choisi parce que, à la fois, le top de créer une enseigne, c'est d'aller dans ce niveau de détail. Oui. Et en même temps, si tu veux être sûr que les choses soient faites comme tu le penses, tu n'as pas d'autre choix qu'à un moment, et puis c'est tellement novateur, que de t'impliquer dedans. Donc, tous les produits ont été soigneusement choisis. Parce qu'en effet, c'est un doux rêve de certains que j'entends parfois, d'avoir une personne qu'on paye et qui va tout faire pour nous comme on le souhaite. Ça n'existe pas. C'est un peu, tu on n'est vois. jamais mieux servi par soi-même. Non, même ChatGPT a ses limites. Donc, Ouais. je pense qu'à un moment, non, il faut être raisonnable. Tu vois, une marque, c'est à la fois concret et en même temps, c'est hyper brouillon parce que c'est des idées tout le temps. Et si tu n'arrives pas à te donner de la discipline, de la rigueur,
tu peux avoir quelque chose qui dévie un moment. Donc c'est important de pouvoir être à la fois le là, une forme de bible là-dessus, et une fois que tu t'es donné un cahier des charges, tu n'en sors pas. Mmh. Et donc, à titre d'exemple, quand on dit aux équipes, il nous faut par exemple des softs, on veut que les softs soient locaux, les équipes vont sourcer tous les softs locaux, ils nous font des propositions et on décide avec eux ce qu'on prend. D'accord. Ouais. Et ça, tu arrives à l'appliquer sur tes autres marques ou parfois tu es franchisé, donc tu as d'autres contraintes? Ça, c'est la bonne question. C'est la question qui parfois nous taraude parce qu'on aimerait aller pousser un peu plus les oui. franchiseurs. Donc, c'est à la limite du système. Effectivement, dans les franchises, parfois, les produits sont standardisés et donc nous amènent parfois à être limités là-dedans. Cependant, on les pousse, on les challenge pas mal, c'est-à-dire qu'ils sont quand même à l'écoute. À titre d'exemple, chez First Name, lors de la conception, on avait décidé de ne pas mettre de minibar. Tout le monde nous avait dit, mais pour un hôtel haut de gamme, vous pouvez ne pas avoir de minibar. Et ce qu'on disait aux gens, c'est ça a un triple intérêt. Le premier, c'est en termes d'usage. Les clients ne consomment plus au minibar, surtout que vous avez un bar qui est monumental en bas. L'idée, c'est de vous inviter à y aller. La deuxième raison, c'est que en termes économiques et écologiques, on va y laisser 2 bouteilles d'eau qui vont se battre en duel pour l'investissement d'un frigo qui va générer du gaz pendant 5 ans qu'on va mettre à la poubelle. Et la troisième, c'est en coût d'exploitation. Donc, mal an, pas d'intérêt de minibar. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux clients, dans tous les étages, une kitchenette dans laquelle tu peux retrouver gratuitement des fruits de saison, des fruits secs, des gâteaux, des softs, tout ça gratuit dans le cadre de la durée de ton séjour. Et en contrepartie, on leur explique que le minibar a été supprimé pour effectivement gagner en confort et en empreinte écologique. Donc, sur certains de nos hôtels, on a aussi décidé d'avancer sur ces sujets-là, d'arrêter par exemple de distribuer des bouteilles d'eau en plastique, et on a installé dans tous les hôtels des fontaines à eau. Ouais. Là, les franchiseurs nous ont suivis. Ok. Tes clients, ils comprennent ces actions, la kitchenette notamment. Je sais que le minibar, ça fait débat. Moi, j'en parle très souvent. Je trouve ça encore aberrant que le minibar dans la grille hôtelière soit obligatoire. Ça fait longtemps que ça aurait dû être complètement supprimé, notamment pour des raisons écologiques évidentes. Mais justement, est-ce que tes clients, ils adhèrent à ça ou au contraire, ils sont un petit peu réticents? Ils adhèrent en très très grande majorité. Les rares fois où j'ai eu un retour, et ça peut s'entendre, c'est essentiellement pour les suites. Et donc là, on parle de 5 à 6% de l'inventaire de l'hôtel. Mais au-delà des produits qui sont atypiques comme les suites, pour tous les clients, ils comprennent notamment que ce qu'ils apprécient, c'est que ça ne soit pas punitif. Le problème avec les choix écologiques, c'est de dire je vous en enlève parce que de toute manière, ça consomme trop. Là, ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne vous enlève pas. C'est qu'on le mutualise. Vous avez chacun à votre étage votre kitchenette, mais la contrepartie, c'est qu'on va enlever un frigo individuel chez tout le monde. Et pour eux, c'est du bon sens. C'est vraiment une politique, on appelle ça chez First Name win-win green. C'est-à-dire que tu veux faire l'écologie, elle ne peut être que gagnant-gagnant. Si la personne n'a pas de contrepartie, il n'aura pas l'impression, en tout cas, d'avoir participé. Ça peut créer en effet une frustration. Oui. Très intéressant. Je bascule un petit peu sur la partie ressources humaines. Tu nous as expliqué les valeurs, la démarche. Moi, je voulais savoir, même plus largement, dans ta vision, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui améliorer l'attractivité de nos métiers? Dans nos métiers, je mets hôtellerie et restauration. Et si je suis même un peu plus spécifique, je voudrais parler des générations futures, puisqu'aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre de demain, c'est des viviers à consolider. Comment est-ce qu'on est plus attractif d'un point de vue d'une marque? Alors, il y a pas mal de choses à faire, mais je vais essayer de commencer de façon un peu empirique. La première, c'est il faut être à l'écoute. Et quand je dis être à l'écoute, c'est si les jeunes générations sont celles que vous voulez, il faut déjà essayer de les comprendre. Oui. En étant à l'écoute de ça, tu peux du coup adapter ton offre. Pour ça que l'histoire, la vision qu'on a de dire qu'on a 2 clients, on essaie tous de se mettre à l'écoute du client. Si ton collaborateur est ton client, essaie de comprendre, ça permet chez toi de pouvoir structurer des offres d'emploi, des plannings, des rémunérations qui sont conformes à ce qu'ils recherchent. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on est à l'écoute, c'est d'avoir des managers qui aujourd'hui sont formés à ces générations qui évoluent. Parce qu'aujourd'hui, un manager peut avoir à gérer encore des baby-boomers, des générations X, Y, et donc c'est comment tu peux changer de casquette pour savoir gérer ça. Donc c'est aussi une formation des managers à apprendre à gérer les différentes générations de personnes. Et après, c'est d'être sincère, c'est-à-dire de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis. Une des choses qui fait que les jeunes générations, notamment, ne croient plus
aux entreprises, c'est pas que contre l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a souvent un décalage entre le discours qui peut être parfois très valorisant, Oui. très bien présenté, et ce qu'ils peuvent constater en arrivant chez l'employeur. Et donc, Ça fait un peu marketing très léché et en réalité, la réalité justement est très très différente. exactement, on a connu le greenwashing, c'est Ouais. du RH washing, je ne sais Ouais. pas comment on peut appeler ce sujet-là. Et donc, Marque employeur washing. ou oui. marque employeur washing, c'est exactement le même sujet. Donc, c'est vraiment une démarche de sincérité. Et en même temps, les jeunes, comme les moins jeunes, ce qu'ils veulent, c'est donner du sens à leur quotidien. Et on n'a pas tous le même sens. Certains sont drivés par le plaisir, Oui. d'autres sont drivés par la performance, d'autres sont drivés par l'argent. Qu'importe, mais plus on sera en capacité de mieux les comprendre, mieux on sera en capacité de pouvoir leur faire des offres sur mesure. Oui. Et une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi d'accepter que le turnover n'est pas une maladie. Hmm. C'est pas parce que les gens restent 6 mois, 1 an, qu'il faut se dire qu'on a échoué en tant que manager. Bien sûr. C'est juste qu'ils ont des envies maintenant qui diffèrent. Ils sont probablement plus curieux qu'on pouvait l'être. Ils butinent beaucoup plus. Et puis, un collaborateur qu'on a conquis en 6 mois ou en 8 mois, c'est aussi un super ambassadeur. Certains passeront des années, d'autres moins. Et c'est d'accepter le fait que ce n'est pas une frustration, ce n'est pas non plus une fatalité, mais c'est d'accepter que maintenant, on va former les gens beaucoup plus parce qu'on a des turnovers plus importants. Une fois qu'on a ça et qu'on a cette quête de sens, généralement, on n'a pas d'enjeu. Et sur First Name, on le voit, mais de façon générale, sur Alban aussi, c'est que les gens choisissent de monter à travers une aventure. Eh oui. Ils ne viennent pas pour le job, c'est juste qu'ils ont entendu parler d'un gars qui bosse dans la boîte, ça se passe bien, et ils se disent « Ah, bah, moi, ça m'intéressera aussi ». Ok. Donc là, aujourd'hui, vous avez réussi à... Déjà, pour l'ouverture, parce que l'ouverture s'est faite il y a à peine 6 mois, Oui. vous avez réussi à avoir toutes vos équipes dès l'ouverture. C'est quelque chose qui s'est fait, sachant que la marque n'existait pas. Autant onboarder, quand la marque existe et qu'il y a une réputation, ça se fait, mais quand on sort de nulle part. Alors, quand on sort de nulle part, il te reste le plus important, c'est le manager. La marque n'existait pas, mais je peux t'assurer que quand on met les premières annonces, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et les peu qui sont venus, quand ils ont eu le discours des managers, ils ont été scotchés tout de suite. Donc, la marque aujourd'hui, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle va nous faciliter les recrutements futurs. Mais au début, c'est avant tout le discours, et ça doit être un discours de sincérité. Et si ton discours a touché ton client qui est ton collaborateur, ce que je te disais sur leurs attentes, leurs motivations, globalement, ils se disent pourquoi je ne viendrais pas tester l'aventure. Donc, on a eu toute l'équipe dès le départ, et on a une équipe de feu. Tu vois, moi, je suis fier de tous les hôtels qu'on a. Et ici en particulier, l'équipe, on a vraiment des gens hyper pointus. C'est-à-dire des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont exigeants, mais qui embrassent les valeurs de la marque. Ouais, ça, je pense que c'est essentiel. Eric, j'aimerais te proposer un petit jeu que j'aime bien, qui s'appelle Mots-clés contre bénéfices. Ceux qui écoutent mon podcast sur la saison 3 notamment, ils sont de plus en plus habitués. Tu vas me donner un mot-clé de ton choix. Et soit pour les auditeurs du podcast qui le mettront sur Apple Podcast en commentaire, soit pour ceux qui nous regardent sur YouTube en commentaire de la vidéo. S'ils mettent ce mot-clé, ils ont droit à un bénéfice de ton choix. Ça peut être... Wow. Je te laisse. Un mot-clé de mon choix. Et le bénéfice, c'est moi qui choisis ou c'est eux qui définissent? C'est toi qui choisis le bénéfice. Ça peut être un moment avec toi, ça peut être une expérience dans un de tes hôtels, ça peut être absolument tout ce que tu veux. Ok, donc là, ok, je te le dis. Ouais. Simplicité. Simplicité sera le mot-clé. Et le bénéfice? Échange. Ok. Donc un échange avec toi, on peut dire à First Name par exemple. À First Name par exemple, autour d'un repas, d'un déjeuner. Je pense qu'on s'enrichit énormément des expériences des autres, des cultures des autres. Et c'est ce qui nous apprend en tout cas l'humilité. Et c'est ce qui nous permet du coup d'être à la fois plus vigilance vis-à-vis des autres en termes de bienveillance, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être beaucoup plus performants. Donc il y a une logique on va dire d'intelligence collective. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager et je prône ça parce que le voyage permet aussi de se cultiver. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Écoute, ton calendrier des déjeuners de 2023 vient de se remplir alors. Sous réserve, bien entendu, que mon agenda soit en capacité de l'absorber. Mais ok. Mais, ouais. Merci d'avoir répondu à cette petite surprise que je t'ai placée. On a fait un bon tour de
des différents sujets que je voulais aborder avec toi. Chacun mériterait qu'on fasse un épisode entier pour approfondir. Pourquoi pas d'ailleurs revenir là-dessus. Mais je voudrais rouvrir et parler à nouveau de toi. Euh, Peut-être ouvrir sur ton passé. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière, maintenant qu'on connaît un peu mieux ton parcours, disons au début de ta carrière, Oui. est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Je pense pas. Je pense pas parce que je suis pas dans une logique d'optimisation. Je suis quelqu'un qui fonctionne. J'apprends beaucoup de mes erreurs. Ce qui veut dire que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi par les choix que j'ai faits dans le passé. Et revenir en arrière, je crois à l'excellence, d'accord, mais je sais que l'atteindre est impossible. Donc, non, je pense que voilà, il y a une forme de lien avec tout ce que j'ai pu vivre, de bien ou de moins bien, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Donc, non, 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 non. En tout cas, si tu faisais allusion à des erreurs importantes, je ne pense pas en avoir fait d'importantes. J'ai fait des erreurs. J'ai appris de ces erreurs-là, mais elles m'ont été bien plus bénéfiques que d'avoir eu un parcours sans couac. Ouais, c'est important, je pense, d'être capable de capitaliser sur ses erreurs et d'accepter Oui, qu'elles font partie du parcours. oui, Puis toi qui aimes bien Nelson Mandela, tu sais, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. exactement. Hmm. Une de mes citations préférées aussi. Bon, j'allais justement te demander une citation favorite. Ça fait 2 fois qu'on cite Nelson Mandela. Est-ce que tu en as une autre, un mantra habituel? J'en ai une, c'était celle d'Audrey Hepburn qui dit Impossible is nothing, qui a aussi été repris par un équipementier célèbre. Et j'aime ça parce que ça donne de la joie, ça donne aux gens de la résilience, Oui. ça permet de croire, et même si on n'est pas tous égaux dans les capacités, on est tous égaux dans la capacité à pouvoir rêver. Et Bien donc, essayer de se transgresser son niveau, c'est quand même important. Puis ça fait sens quand on connaît ton parcours. Oui, oui. Génial. Pour ceux qui nous voient en vidéo, il y a beaucoup de livres autour de nous dans ce lieu. Est-ce que toi, tu as une recommandation en particulier d'un Alors, livre? j'en ai une, elle n'est pas là, mais j'en ai une, c'est Le Monde de Sophie. Ah, Le Monde de Sophie, qui est un bouquin qui m'avait été offert par mon premier directeur d'hôtel quand j'étais chez Sofitel, et qui est une introduction à la philosophie. C'est un livre que j'ai dû lire 3 fois. Et pareil, dans son besoin de comprendre les cultures, les histoires des religions sont assez passionnantes et assez fascinantes aussi, à la fois par les erreurs, mais aussi par la capacité à fédérer et à développer des communautés. Et donc le Monde de Sophie, pour ceux qui se posent des questions existentielles, c'est vraiment un ouvrage qui peut ouvrir. génial, j'aime beaucoup cette recommandation. Après toi, pour continuer sur nos divers sujets, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Ah! Oh là là! J'en ai... Il y a beaucoup de monde. Il y a La beaucoup de difficulté, c'est monde. le choix. Il y a beaucoup de monde. Il y a une dame en ce moment qui passe pas mal, mais c'est plutôt quelqu'un de l'hôtellerie. Pas forcément. Non. Il y a une fille que je suis pas mal en ce moment, qui est Julia de Finesse, Ah oui. qui me passionne pas mal. C'est amusant, c'est la 2e fois qu'on me la cite en 3 épisodes. Et j'aime beaucoup cette femme, cette philosophe, que je trouve passionnante sur ce qu'elle dit sur le management notamment. Donc, ce sont des une. Dans les rêves un peu plus fous, si jamais tu arrives à la voir, tu as un garçon qui s'appelle Simon Sinek, Oui. qui me plaît beaucoup. Voilà, Sur les sujets du why. notamment. Voilà, le Golden Circle, l'Infinite Game. Donc, tout ça, c'est des sujets qui structurent pas mal ma pensée. Et puis, là, je t'ai donné un américain, je t'ai donné une française. Dans l'hôtellerie, il y a des gens qui ont fait des trucs assez sympas. Je pense à Michael Levy, ces 2 cofondateurs de Citizen M. Vraiment, je trouve que ces gens qui ont commencé début des années 90, ils ont eu une vision assez bluffante de ce que pouvait apporter l'industrie en intégrant le digital. Et ça, c'était plutôt leur élément de différenciation. Et ouais, je pense que c'est des gens qui... alors, ils parlent qu'anglais, mais voilà, ce sont 3 personnalités qui peuvent à la fois inspirer
ou avoir un décryptage du monde d'aujourd'hui assez fin. Et ça peut apporter pas mal. Peut-être qu'un jour, je ferai des épisodes en anglais. C'est déjà compliqué d'avoir tous les invités que je veux dans le monde francophone, mais j'aimerais bien passer, pourquoi pas, des épisodes anglophones. Donc je garde précieusement les suggestions. Quelqu'un qui aimerait te contacter, pourquoi pas venir déjeuner avec toi. Encore? Encore. Ah ouais, non, mais c'est OK. Quel est le meilleur moyen, en tout cas, de te contacter, toi ou tes marques? Meilleur moyen, sur LinkedIn, j'ai mon mail qui est à disposition, donc D'accord. ça fonctionne plutôt bien. Excellent. On va terminer cet épisode. Je voudrais te laisser le mot de la fin. C'est peut-être le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu vas dire. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, qui sont donc les auditeurs du podcast et ceux également qui nous regardent en vidéo, quel message serait-il? Ah. Ça serait, et je vais le redire en anglais, c'était un des speeches de Steve Jobs, je crois, à Princeton. Il avait donc, c'est très commun aux États-Unis qu'ils invitent des anciens élèves, en tout cas des personnalités, pour effectivement faire le speech de remise des diplômes. Il a terminé ce speech en disant aux jeunes diplômés, Stay foolish, stay hungry. Et pour moi, ça reste quelque chose d'important. Derrière ça, dans le Stay Foolish, c'est le côté audacieux, le droit à l'erreur, pas accepter le statu quo si nécessaire, et le Stay Hungry par lui-même. Voilà, il faut garder en tout cas des éléments de motivation, parce que si on ne veut pas vivre le travail comme une contrainte, il faut plutôt l'embrasser comme une opportunité d'épanouissement. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.